et votre visite, elle coïncide avec une exposition sur le patrimoine culturel. On aura besoin aussi de marketing, de commerce, donc on va voir que... Et ça, c'est le Maroc, comme les autres pays, célèbre un mois du patrimoine qui commence du 18 avril et termine jusqu'au 18 mai. 18 mai, c'est la journée mondiale des musées. Donc le but de cette exposition, c'est de faire connaître aux gens la richesse et les civilisations anciennes. Donc on l'a intitulé « Les premiers habitants de l'Oriental ». Alors tous ce que vous allez voir, les objets exposés, proviennent des recherches. Moi, je suis un enseignant-chercheur à la fac, donc on a une partie enseignement et on a une partie recherche. Alors tout ce que vous voyez ici, ce sont des originaux, des pièces originales et qui proviennent, comme je viens de le dire, et on a des collaborations. Donc vous voyez qu'on a un projet, on a des projets, mais on travaille pas uniquement, on a des coopérations avec des universités françaises, espagnoles, des fois d'autres, parce qu'on est obligé de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, chacun apporte son savoir-faire et faire des fouilles, des recherches qui ont une valeur. Alors on a un musée, donc les recherches que nous faisons dans la région de l'Oriental, nous on fait des papiers, des publications, mais après on veut restituer ce matériel au grand public, aux visiteurs. Donc on espère que ce patrimoine va servir de développement. Comme vous savez, le Maroc c'est pas un pays industrialisé, mais l'industrie culturelle, des fois, elle apporte, on va parler commerce, elle apporte beaucoup plus que l'industrie. En France, par exemple, j'ai lu dernièrement que l'industrie culturelle, le musée du Louvre, Tour Eiffel et tout ça, apporte plus que l'industrie automobile. Donc, vous voyez, l'industrie automobile en France, elle est géante, c'est énorme, mais l'industrie culturelle, elle apporte beaucoup plus. C'est pour ça, nous, on vise à valoriser ce patrimoine. D'abord, le faire connaître aux gens, le valoriser et l'identifier, mais aussi, donc, de le commercialiser sous forme de tourisme culturel, scientifique. On va d'abord le faire connaître à la population parce que les enfants et les écoliers, ils doivent connaître leur patrimoine, c'est leur richesse. Comme vous savez, c'est leur identité, c'est leur histoire. Donc déjà, c'est un volet important, le côté culturel. Mais il y a ce côté-là, on a un souci parce qu'on a des régions. Tendrara, je ne sais pas si vous connaissez un peu la région, on a des traces de dinosaures, des dinosaures qui ont laissé des traces de pas, et c'est un site énorme et extraordinaire. Mais il n'est pas utilisé, il n'est pas exploité. Alors on essaye de faire connaître aux gens que ce genre de patrimoine, il peut aussi apporter des revenus. Il peut servir. La Tendrara, quand il pleut pas, c'est la catastrophe. Ici, des régions qui vivent que de la pluie, mais donc disons des petits chèvres et des moutons et tout ça. Mais quand il y a la sécheresse, tout s'arrête. Alors on veut que ça pourrait remplacer ça. Donc ils n'ont pas grand investissement à faire. C'est des clôtures ou je sais pas même pas. Et donc les gens s'intéressent. Moi, ça m'intéresse d'aller voir les traces des dinosaures qui ont 50 millions, 60 millions d'années. Donc ça, c'est important. Alors c'est ça ce qu'on essaye de faire pour la région. Il y a des grottes qui sont très connues dans l'oriental. Peut-être que vous avez l'occasion de les voir. La grotte Tafourat, la grotte Zgzel, qui sont classés des sites patrimoine et qui sont inscrits même sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, ils ont une valeur. Donc déjà, ça fait valoriser la région, le côté culturel, mais ce serait aussi bien de les utiliser, comme on a dit, comme une source de revenus pour Alors l'exposition, on l'a mis dans un ordre chronologique, puisque le thème, ou bien l'intitulé, c'est les premiers habitants de l'Oriental. Alors on va savoir quels sont ces premiers habitants. Alors c'est pour nous, les premiers habitants, le premier savoir-faire. Si on vous pose la question, quel est le premier savoir-faire de l'homme? Qu'est-ce qu'il savait faire? Et nous, on travaille avec des documents archéologiques. C'est tout ce que vous avez ici. On fait pas d'histoire, on fait d'histoire, mais à partir des documents. Donc, tout ce que vous allez voir ici, je vous ai dit, ce sont des originaux et qui proviennent soit de nos recherches, soit de nos... Alors, quel est le premier savoir-faire de l'homme? La chasse. La chasse, mais avec quoi? Avec les outils. Alors ça, c'est les premiers outils. Je vais vous faire juste une petite démonstration.
Il y a des spécialistes, hein, mais je sais que il y a des gens qui connaissent déjà ça, c'est pas grave. Donc il y a, regardez sur la photo, un bonhomme. Et cette photo-là, vous allez essayer des gens qui visitent les musées. C'est une photo qui est prise dans un musée en France, à Perpignan, à Toutavel. Donc, j'ai passé un bout de temps à faire des recherches là-bas. Et ça, c'est exposé dans un musée. On leur explique comment on fait un objet. Alors, rapidement, je vais vous faire une petite démonstration, mais pas taillée à la méthode. Donc, juste pour une exposition. Donc, ça, par exemple, nous, on appelle ça un biface. C'est un outil et les archéologues disent que c'est un couteau suisse. Je sais pas pourquoi ils disent c'est un couteau suisse. Le couteau suisse, donc, il sert à plusieurs choses. Alors là, c'est un biface. Il est taillé des deux côtés. Il a une symétrie bilatérale. Il est tranchant. Donc ça, quand on le trouve, il a une histoire. Il peut nous donner une idée de son âge, une idée des cultures qui ont été là. Donc ça serait extraordinaire. En fait, quand on dit quand les écrits manquent, les pierres parlent. Donc là, on essaye de les faire parler à notre manière. Donc on prend l'homme préhistorique, donc le premier savoir-faire enregistré. Peut-être qu'il y a d'autres, mais nous on ne le connaît pas. Donc le premier savoir-faire connu dans le monde, c'est la fabrication d'un outil. Donc l'homme, il est vivait dans la nature, il a besoin de la chasse, il a besoin de dépecer, de couper les gibiers ou tout ça. Donc le premier, le concept de fabriquer, donc il a déjà un plan, il a déjà un paléodesign, donc il sait déjà ce qu'il veut faire. Donc c'est pour ça qu'on le dit que c'est un degré d'intelligence. Donc il prend un percuteur et il cherche un galet dans une rivière ou à côté de la grotte. Donc il essaye, il ne va pas frapper n'importe comment, mais dans des directions et dans des orientations bien définies qui montrent déjà qu'il a déjà un plan. Donc il enlève une partie qui se détache, qu'on appelle nous un éclat. Donc c'est déjà un petit bout. Et après, il va enlever toujours dans un plan, comme on a dit, bien précis. Il peut enlever encore un autre bout, une autre partie, dans le but de ce qu'il voulait. L'objectif, c'est de se trouver avec un outil tranchant. Donc c'est ça. Donc il enlève une autre partie. Je fais rapidement. Et donc déjà, on a ce qu'on appelle un chopper ou un chopping tool. C'est un galet aménagé sur deux faces. Mais après, il y aura des retouches, des améliorations et tout ça. Et ça, dès qu'on le trouve, on sait que c'est un outil parce qu'il contient des points d'impact, que c'est pas cassé naturellement. Donc c'est ça, on fait la différence quand même. Parce que dans une rivière, vous pouvez avoir un choc entre deux galets, ils peuvent se casser. Mais quand il y a des cassures répétitives et dans un but bien fini, bien défini, donc l'homme, ça c'est fabriqué par l'homme par exemple. Même si c'est moi qui l'ai fait, mais si on le trouve nous dans des couches. Parce que nous on travaille, on trouve pas des objets en plein air. Alors il faut qu'on les trouve in situ, dans leur cadre, et on essaie de faire des datations. C'est pour ça qu'on travaille avec une équipe pluridisciplinaire. C'est que chacun, moi je connais pas la physique ni les datations, alors les collègues ou les autres collègues, ils peuvent nous dater ces couches. Moi je connais, j'aurais une idée de la technologie et de degré de cette technologie, mais le collègue qui fait la physique, il va me dire, il a un âge à peu près. Et puis moi je compare avec d'autres sites et tout ça. Donc ça, c'est juste une petite... on fait ça pour les visiteurs et vous êtes tombé sur cette exposition, ben, tant mieux, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Alors, on continue parce qu'on a cette exposition, il a un rôle pédagogique et en même temps, on l'a classé dans un ordre chronologique. Et sur les panneaux affichés, vous avez plein de sites parce qu'il y a plusieurs sites archéologiques dans la région. Ça, c'est une chose très importante déjà. On a recensé un grand nombre, on essaye de faire une carte de répartition de ces sites, déjà qu'on va soumettre aux autorités locales dans tout projet d'aménagement et de tout projet d'investissement, parce que nous, vous êtes venus par l'autoroute ou je sais pas par avion, on a fait l'autoroute Oujda-Fès, pour nous c'est une chose extraordinaire, mais quand ils ont fait l'autoroute, ils ont détruit pas mal de sites archéologiques
faute d'existence de ces cartes déjà de répartition. Pour les gens de l'autoroute, si maintenant il y a ce qu'on appelle des fouilles de sauvetage, que vous connaissez, s'il y a des chemins, on veut dévier, s'il y a un monument, quelque chose pas, on va pas faire une chose et détruire un bien. Donc ça, et on fait une carte et on distribue aux autorités pour tenir qu'ils aient des informations sur leur patrimoine et leur potentiel archéologique, géologique et tout ça. Donc la première vitrine, elle représente les premiers outils, les plus anciens outils, les bifaces là que je vous ai montré tout à l'heure, comme ça. Donc ça, elle représente une civilisation qu'on appelle acheulienne. Ils appellent ça acheulienne. Pour ceux qui viennent de France, c'est un gisement qui se trouve au nord de la France. La première fois qu'ils ont été découverts ce biface, c'est à Saint-Achel, à côté d'Amiens, et on continue à l'appeler achelien, même si c'est à Oujda, à Fès, à Miami et tout ça. Donc, c'est l'appellation, pris le premier jour de découverte, et ça, on l'appelle achelienne, et ça, c'est les premières traces d'activité de l'homme préhistorique dans la région de l'Oriental. Et après, la deuxième vitrine, il y a une autre technologie, il y a une amélioration, il y a une évolution dans cette technologie et qui va, donc vous allez trouver que ce sont des outils athériens, moustériens, ainsi de suite. Donc il y a, ça, nous, les outils maintenant fabriqués, ils ont une histoire, ils ont des repères et on les attribue à des civilisations. D'accord? Alors les sites, et après vous allez au milieu, il y a un homme, un homme fossile. C'est lui l'artisan de tout ça. Quand les chercheurs trouvent des restes de l'homme, c'est encore merveilleux. Ce n'est pas toujours le cas, mais donc ça c'est l'homme de Taforalt. L'homme de Taforalt. Et vous avez un peu l'image de la grotte. Et ce qui est important pour nous, c'est ces remplissages-là. Ces couches archéologiques. Donc, vous voyez sur la photo, la figure numéro 3, ces outils et ces restes, on les trouve donc déjà dans les couches. Et ça nous permet d'étudier leur succession, leur évolution et même la chronologie. Donc ça, c'est un homme qu'on a découvert. On a un autre volet. C'est que l'homme, on a dit qu'il découvre les outils, après il invente le feu, il fabrique le feu sans allumettes, si on veut dire, avec des pierres, avec des techniques. Avec les pierres, il faut chercher la pierre. Il y a une pierre spéciale, si on veut dire, qui s'appelle la marcassite. Ça facilite, parce que si vous prenez une pierre et deux pierres, n'importe, vous allez passer beaucoup de temps à avoir de la lumière, du feu. Mais il y a une roche qui s'appelle la marcassite qu'en géologie, ça facilite, donc ça donne des étincelles et avec un morceau de coton, avec un morceau de champignon, donc on pourrait avoir facilement. Donc il y a une autre époque qui est l'agriculture, la domestication des animaux, la sédentarisation. Toutes ces époques-là anciennes, l'homme, il vivait dans les grottes, il chassait et il est mobile. Là, il y a une autre étape dans son histoire. Si vous regardez le panneau qui est l'agriculture, donc il y a l'élevage, il y a la sédentarisation. L'homme s'intéresse donc à l'agriculture et on trouve des outils sur cette vitrine-là que vous allez voir devant vous. Cette vitrine, les outils qu'on a exposés et qu'on a découverts sont en relation avec le nouveau mode de vie. Donc, on trouve des mollets, des haches polies, on trouve des céramiques pour stocker les produits, tout ça. Donc, un autre savoir-faire, si vous voulez, c'est l'art. L'homme aussi, il s'intéressait à sa présentation, il faisait des œuvres d'art. Donc, ces œuvres d'art, c'est très connu, il y a des grottes qui sont extraordinaires en France, en Espagne, au Maroc. Donc, quand vous rentrez dans ces grottes, vous allez dire que peut-être c'est pas l'homme préhistorique qui les a fait. On pense à Lascaux, Altamira, grotte Chauvet, tout ça, vous connaissez. Et il y a des grottes, c'est même l'équivalent de Léonard de Vinci ou même plus. Donc ça, c'est l'homme préhistorique, il a laissé
donc des œuvres qui l'apogée ou le maximum de son savoir-faire. Alors on trouve des afigig au sud du Maroc, au sud-est, donc on est dans le nord, et on a des gravures sur les roches. On les appelle ça des gravures rupestres, soit dans les grottes, soit dans les parois des grottes. Ou bien, ça c'est l'art pariétal. Et on a un autre type d'art qu'on appelle l'art mobilier, c'est des bijoux. Alors il n'y avait pas de bijouterie à l'époque. Donc ça, c'est important parce que l'homme préhistorique donne une place assez importante à la femme et fabrique des colliers et faute de bijouterie, il les invente. Alors soit avec des coquilles perforées et tout ça, soit il fabrique avec des œufs de truche. Œufs de truche, il prend des morceaux, il les pille, il les perfore, il les lime et ça se transforme en un joli collier. Et ça, on l'a trouvé, nous, dans des grottes, en place et tout ça. Et on a même les étapes pour dire que c'est fabriqué sur place et que ce n'est pas un apport ou un échange. Et vous avez sur une autre vitrine les animaux qui ont été chassés par l'homme parce qu'il vivait sa matière de subsistance. Et vous allez voir donc que c'était le menu très diversifié. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. Et si vous avez des questions, bienvenue. S'il vous plaît, j'ai juste une question. Pourquoi c'est un chirurgien? Vous l'avez su. Pourquoi c'est un chirurgien? Le plus ancien chirurgien au monde. Bien, je voulais vous souhaiter la bienvenue à l'Institut français, vous accueillir en particulier. Donc, je m'appelle Stéphane Leclerc, je suis le directeur délégué de l'Institut français du Maroc. Donc toujours ravi de vous accueillir là pour la deuxième année consécutive dans le cadre de ce voyage humanitaire. Juste quelques mots sur l'Institut français pour votre gouverne personnelle. Vous avez des suites magnifiques. Là, j'ai presque envie de vous en piquer. Hein. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc voilà. Donc l'Institut français, c'est un service de l'ambassade de France. Et c'est l'opérateur de coopération et d'action culturelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le monde. Ici, l'Institut français du Maroc, c'est un très gros établissement. Le Maroc est un grand pays, un pays ami. Et donc l'Institut français du Maroc, c'est 12 antennes à travers le pays, plus pour la coopération 2 alliances françaises. Donc voilà, donc on rayonne énormément ici sur la partie de l'oriental. Et dans cette coopération et cette action culturelle, c'est ce qu'on appelle la soft power, la diplomatie d'influence, qui nous permet de communiquer au mieux avec nos amis marocains dans le cadre de la coopération. Et puis la diplomatie d'influence, c'est un outil très puissant. Hein, on le voit et on le mesure d'autant plus en ce moment quand on regarde les conflits qui existent dans le monde. Alors pour revenir à ces activités, c'est bien évidemment la culture en partage entre le pays hôte et la France. Donc c'est toujours des actions de coopération culturelle, comme je le disais, qui prennent différentes formes. On va être sur un travail avec les artistes dans les différents domaines du spectacle vivant, donc des coopérations à ce sujet. On va être aussi sur le débat d'idées, tout sujet scientifique, littéraire, philosophique, droits de l'homme, droits des femmes, tous les sujets d'actualité qui peuvent nous intéresser, nous, Français, Marocains français dans notre coopération. Et puis, l'Institut français, c'est aussi une très grosse activité autour de la langue française, donc de l'enseignement du français, hein, depuis le début de l'apprentissage jusqu'à un perfectionnement pour être bilingue, pour répondre à différents projets, dont les projets de mobilité estudiantine, ça vous intéresse. Beaucoup d'étudiants marocains vont étudier en France chaque année. Dernier chiffre, c'est 47 000 étudiants marocains qui sont en France, le post-baccalauréat, licence, master et des doctorants. Donc l'Institut français joue pleinement ce rôle et également délivre des certifications de langue française qui vont être nécessaires pour cette mobilité, mais qui vont être également nécessaires dans des projets professionnels à venir. Et puis pour une frange de la population aussi, pour des projets d'immigration, que ce soit en France ou que ce soit au Canada, en Belgique, en tout cas dans les pays francophones, tels que les autorités peuvent le demander.
Voilà, donc ici le site d'Oujda, de l'Oriental, donc on est basé principalement à Oujda, une antenne cours de langue à Nador dans le nord de la région, et puis on essaye de rayonner au plus dans cette très très grande région qui fait, je crois que c'est l'équivalent de la superficie de l'Autriche. Je me tourne vers de la Belgique ou bien de la Jordanie? Belgique, Jordanie, voilà, pour que vous ayez une idée de la proportion, de la taille. Donc c'est une région splendide, magnifique. Là, vous avez un très bel aperçu archéologique de la région, de sa richesse. Il y a énormément de choses à découvrir. Voilà, je pourrais vous dire encore beaucoup de choses, mais je vais pas vous remplir le crâne avec ça, et de vous dire que bien évidemment, vous savez à quel point le Maroc est un pays très accueillant, un pays très lié avec la France. On a une histoire en commun qui est ce qu'elle est, mais qui apporte énormément dans les relations. Beaucoup de choses se sont passées à Oujda dans le rapport entre la France et le Maroc. Beaucoup de choses sont venues de l'Algérie historiquement dans la relation entre la France et le Maroc. Et vous dire que dans l'oriental, vous aurez la chance de rencontrer des personnes uniques par leur humanité et leur capacité à accueillir, et un savoir vivre et un savoir être qui est très appréciable, qui pour moi fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que les habitants de l'oriental, et les Oujdi en particulier, puissent conserver cela face au mainstream et à tout ce que la mondialisation peut apporter. Ici, on sait prendre le temps de vivre et le temps d'écouter et d'échanger. Voilà, je vous souhaite un très beau séjour dans l'oriental à Oujda, et encore une fois, bienvenue à l'Institut français. Je crois que vous allez enchaîner avec la médiathèque.